Bonjour, je m'appelle Jules Trollet et je suis le PDG et cordonnier de Trollet. Bonjour, moi c'est Solène Thubert, je suis la cofondatrice et directrice marketing de Trollet. Bonjour, je m'appelle Nathanaël Maillot et je suis directeur des technologies chez Trollet. Alors, je suis né en Allemagne, j'ai grandi dans le sud de la France à Nîmes et je suis arrivé à 18 ans à HEC Montréal pour étudier, faire un baccalauréat en administration des affaires. Et c'est en arrivant à Montréal que j'ai découvert l'univers de la seconde main, que j'ai adoré parce que je pouvais économiser de l'argent et que ça avait du sens en plus. Mais justement, j'avais une grosse frustration. J'allais beaucoup en friperie pour acheter des costumes, toutes mes chemises, tous mes costumes viennent de friperie. Mais je trouvais pas de souliers, ou du moins j'avais un blocage sur les souliers parce que je savais qu'ils n'étaient pas désinfectés, pas nettoyés, et c'est un petit peu ce qui a lancé Trollet. Assez rapidement, j'ai eu cette frustration qui a grandi. J'ai commencé à faire une recherche sur c'est quoi le phénomène des souliers de seconde main, combien il y en a qui sont vendus, combien il y en a qui sont donnés, combien il y en a qui sont jetés. Et voilà, j'ai découvert qu'il y a 175 millions de paires chaque année qui sont consommées au Canada et il n'y en a que 4% qui trouvent une seconde vie. Parce que en ce moment, acheter du soulier de seconde main, ça demande trop de compromis sur l'hygiène, sur la qualité, sur le temps que ça prend ou le choix qu'il va y avoir dans une friperie. Et c'est là que j'ai monté une équipe avec 2 associés. Principalement, moi je m'occupe de toute notre stratégie marketing et de communication sur nos réseaux sociaux. Je m'occupe aussi de la création du site web, de toute l'expérience client à partir du moment où les gens achètent et ensuite quand ils reçoivent le colis chez eux. Je gère aussi les partenariats avec les friperies ou des créateurs de contenu en ligne. Là, je m'occupe surtout de la réouverture de notre boutique le 16 janvier 2026. La question à laquelle je réponds chez Trollet, c'est comment transformer un métier qui était artisanal et qui l'est toujours en une industrie qui est automatisée et qui peut avoir un impact conséquent, autant en Amérique du Nord, mais dans le monde. Donc c'est comment outiller cette industrie-là avec la technologie actuelle pour passer d'un niveau où tout était fait à la main, qui prenait du temps, à une industrie qui est entièrement automatisée. Le rapport au métier de cordonnier, je l'ai découvert petit à petit parce qu'on a vite compris qu'il allait avoir une grosse partie de travail manuel et donc des employés qui allaient devoir réparer, nettoyer les souliers. Et en tant que PDG, pour moi, c'était indispensable d'être légitime auprès de mes employés, de pouvoir leur partager ce savoir-faire-là, qui d'ailleurs ne s'enseigne plus du tout en Amérique du Nord parce qu'il n'y a plus d'école de cordonnerie. Au début, en autodidacte, c'était vraiment YouTube, beaucoup de YouTube anglophones, certains YouTube francophones, Monsieur Chaussure ou d'autres. Reddit, c'est vraiment la meilleure ressource pour toutes les questions un petit peu plus techniques. Puis après, je me suis dit qu'il fallait que je travaille vraiment avec un cordonnier, avec Donato, un cordonnier de Montréal. Eh bien, j'ai pu apprendre un petit peu les secrets de chacun des types de cuir, des manières de coller ou de coudre une semelle. Je pense à 100% que le métier de cordonnier est compatible et pour moi, c'est même indispensable pour les nouveaux cordonniers. C'est une avancée technologique qui en est plus trop une, c'est les réseaux sociaux. Mais déjà, la majorité des cordonniers, ils n'ont même pas de réseaux sociaux. Ils vont avoir un petit peu plus de mal d'aller chercher de la nouvelle clientèle plus jeune. Mais sinon, sur l'amélioration continue, d'avoir un système interne de suivi de chacune des réparations en fonction du type de soulier et qui peut venir te recommander la fois d'après. Moi j'avais une Doc Martens en cuir gras. La dernière fois, j'ai utilisé tel col pour le réparer. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et au final, j'ai trouvé une solution avec cette autre colle. Ça te fait gagner du temps au fur et à mesure d'avoir des logiciels de gestion interne. Alors au niveau de notre modèle, ce qui est clair, c'est qu'on est unique en Amérique du Nord sur l'aspect que nous, on rachète des souliers invendus à des friperies, on les trie nous-mêmes et en fonction de leur valeur de revente, on va attribuer plus ou moins de réparation. Donc dans tous les cas, ils sont tous désinfectés. Si c'est un soulier qu'on va revendre 250 $, on peut le ressemeler complètement et un autre qu'on va vendre 30 $, ça va juste être un nettoyage de surface. Pour l'instant, en Amérique du Nord, ils prennent uniquement les souliers de seconde main qui sont comme neufs et ils vont les revendre sur eBay. Il y a des très très gros vendeurs, franchement, de souliers de seconde main, mais c'est des souliers qui sont comme neufs. Donc nous, on vient s'attaquer aux 30% des donations qui est un petit peu sale, un petit peu abîmé, qui est en ce moment envoyé en Afrique ou jeté, mais qui a un beau potentiel de revente, qui est qualitatif et qui mérite en fait de durer plus longtemps.
Le choix du quartier, il était vraiment mûrement réfléchi. Ici, on est dans le quartier Chabanel, dans le district central, qui est l'ancienne cité de la mode. Ici, on est au centre névralgique, ou on était au centre névralgique de la mode en Amérique du Nord. Il y avait des dizaines de milliers de travailleurs ici, dans ce petit quartier, qui venaient produire la majorité du textile et des souliers d'Amérique du Nord. Il y a encore 20 à 30 ans. Et quand la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce dans les années 2000, en l'espace de quelques années, je pense qu'au Québec, il y a eu 200 000 emplois dans le textile qui ont été perdus. Dans le quartier de la mode ici, c'était 20 000. Donc, symboliquement, c'était puissant pour nous de venir dans le quartier de la mode et de dire, nous, on veut relancer l'industrie du soulier, mais version 21e siècle. Au lieu de produire du neuf, on remet à neuf et ça nous plaisait beaucoup. Alors au niveau des étapes du traitement, nous, à l'interne, on les divise en 12 étapes. Je ne vais pas rentrer dans les 12 étapes, mais les plus importantes, c'est déjà qu'au niveau de nos fournisseurs, il y en a plein de différents. C'est majoritairement des invendus de friperie. Les friperies, elles vont vendre 15-20% en général de ce qu'elles reçoivent. Et le reste, en ce moment, ça partait en Afrique, en Haïti, au Chili. Donc nous, on rentre à ce moment-là et on leur dit, ceux qui ont un potentiel de remise à neuf, on vous les rachète 2, 3, 4 fois plus cher que ce que vous vendez actuellement, mais avec un léger tri. Ils arrivent ici, là on a des tonnes et des tonnes de souliers non triés. Franchement, ici, ça peut paraître impressionnant et pourtant ça va être encore plus impressionnant à l'avenir, mais bon. Ils arrivent ici et la première étape, c'est qu'on vient mettre une puce RFID sur chacune des chaussures. Ça, c'est comme à Decathlon, quand vous payez sans contact, là, vous mettez votre objet directement à la caisse et ça bip, c'est la même puce qu'on met sur nos souliers. Et on vient attribuer une sorte de carte d'identité à chacune des chaussures en fonction de son état, de sa marque, de son style, de sa couleur, plein d'informations. Et ça vient définir les étapes de remise à neuf. Donc les étapes, c'est toujours de la désinfection. Pour moi, c'est le plus important déjà. Je sais que ça bloque beaucoup de gens, ça me bloquait. Donc ça, c'est important. Après, il y a le nettoyage, semelle extérieure, le dessus, l'intérieur, enlever les poils, enlever les cheveux, changer la semelle intérieure, changer les lacets. Et en fonction de la valeur, on va venir réparer. Ça va du talon au ressemelage complet. Une fois que le soulier est parfait, on vient le prendre en photo et le mettre sur notre site web. Pour recontextualiser notre réalité il y a 6 mois environ, c'était que premièrement, les 3 associés, Nathanaël, Solène et moi-même, sommes français et n'avons pas la résidence permanente, on n'est pas canadien. C'est-à-dire que notre entreprise était sous contrôle étranger. Et donc, 90% des subventions et des concours de bourse étaient fermés pour nous. Deuxième point, c'est que nous, on ne voulait pas avoir d'investisseurs externes pour pouvoir garder le contrôle sur les décisions qu'on prend et qu'elles soient vraiment alignées à notre vision et nos valeurs. Donc en fonction de ça, on ne pouvait pas aller chercher de la dette non plus parce que on était sous contrôle étranger. Donc on pouvait uniquement s'autofinancer par les ventes ou en faisant un sociofinancement. C'est ce qu'on a fait en juin 2025 et on a levé donc $100 000. Ça, c'est une spécificité québécoise. C'est une plateforme qui s'appelle La Ruche. C'est super intéressant parce que c'est subventionné par le gouvernement et c'était une des seules subventions qu'on pouvait aller chercher. Donc nous, quand on vient réduire des déchets à la source comme on le fait, on rentrait dans une catégorie qui s'appelle le fonds -C+. Et ça venait doubler le montant que le public venait financer, socio-financer. Donc on est allé chercher $50 000 du public qui a été doublé par notre subvention. Et avec ce $100 000 là, on a financé l'ouverture de cet atelier boutique, acheté les machines qu'on voit derrière nous, payé les rénovations parce que j'ai pris un local qui était vraiment pas cher, mais il était complètement décrépit. Donc on a fait beaucoup nous-mêmes, mais pour accélérer les rénovations, on a quand même payé des entrepreneurs à la fin. Donc on en a eu pour, franchement, je pense qu'on en a eu pour peut-être $15 000 de rénovation et un autre 15 à 20 000 de machines pour l'instant. Plus le stock qu'on achète. Donc on n'a pas du tout dépensé tout le $100 000, mais en ce moment on roule là-dessus jusqu'à la relance en janvier 2026. Au niveau des points de vente, pour l'instant, on avait uniquement de la vente
en ligne, tout simplement parce que on n'avait pas d'espace en fait, pour accueillir les personnes et on n'avait pas d'argent pour payer une boutique avec pignon sur rue. Ça s'est très bien passé, mais on savait que, sachant qu'on veut avoir des boutiques, il fallait qu'on ait une transition autour d'un modèle hybride. Et c'est ce qu'on fait en ce moment, là, le 16 janvier, il va y avoir notre showroom qui va s'ouvrir juste à côté de notre boutique où les gens vont pouvoir essayer des souliers qu'ils ont vus sur internet. Donc ça va être très simple, tu vas pouvoir mettre dans ton panier les souliers que tu veux essayer, réserver un moment pour venir les tester ici. Si ça fonctionne bien comme ça, en fin 2026 on va pouvoir ouvrir la première boutique Trolley. Pour Trolley, la vision dans 10 ans, 20 ans, c'est d'être le leader du soulier de seconde main. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir plein de petites boutiques Trolley qui seront spécialisées chacune dans un type de soulier, donc souliers pour femmes, bottes de cow-boy, souliers pour hommes, mais chaque boutique sera aussi une petite cordonnerie. Oui, exactement. Donc dernièrement, on s'est donné 3 mois là vraiment pour faire fonctionner l'atelier et monter la puissance un petit peu de la production avec la formation de nos premiers employés et faire fonctionner toutes ces machines qui peuvent être des sacrés casse-têtes. Notre deadline, le grand jour, ça va être le 16 janvier où on va relancer le site web, on va ouvrir le showroom et il y a une petite surprise qui arrive en fin janvier, le dernier week-end.